Il faut comprendre que depuis tout temps, à la fois Descartes, Platon, il y a parmi les philosophes rêvent de l'homme parfait. Nous sommes à la fin du 19e siècle et le cousin de Darwin, une personne qui s'appelle Galton, met au point l'eugénisme. Là, on vous a fait un cours là-dessus ou pas? D'accord. Donc, Galton, très simple. Donc, on va aller très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Galton, et c'est intéressant parce que je viens de lire un autre ouvrage. En fait, Galton se disait, finalement, un homme doué de beaucoup de qualités, capable de diriger des étendues énormes. C'était un peu l'idée de l'Angleterre victorienne avec l'homme blanc en Inde. C'est une idée qu'Adolf Hitler trouvait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il disait finalement, les Anglais, il y a 200, je crois, il y a 50 000 soldats anglais sur un territoire immense comme l'Inde, et il disait pourquoi ne pas faire la même chose sur la Russie. C'est dans un ouvrage dont je vous donnerai. Ils ont vécu sous le nazisme par Laurent Triss, où un des dignitaires nazis raconte en fait cette réflexion d'Adolf Hitler. Donc là, Galton, lui, met au point en fait l'eugénisme. C'est bien. Genan, ça veut dire naissance, donc bien-être. C'est une science de l'amélioration de la lignée qui traite de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. Alors, Galton, grand statisticien, réalise un grand nombre de travaux, à la fois statistiques. Il va faire un énorme travail disant comment rechercher, en fait. Alors, il va étudier les différents patients, les différents types de tailles, comment faire en sorte qu'il y ait un être le plus parfait qui existe. Il va s'intéresser aux empreintes digitales, enfin, il va s'intéresser à beaucoup de choses d'un point de vue morphologique, sociologique, etc. Est-ce que ça marche en France? Non. Non, parce que finalement, deux philosophies vont prévaloir, le lamarckisme et l'hygiénisme, avec en fait des soins apportés aux nourrissons. Et c'est vrai qu'en France, on est plus dans l'idée qu'il y a une transmission des caractères acquis. Rappelez-vous les Rougon-Macquart, Émile Zola. Donc finalement, l'eugénisme ne va pas aussi bien marcher en France que dans les autres pays, mais ce n'est pas le thème de mon topo. Je vous rappellerai seulement que Charles Richer, qui est prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'anaphylaxie, le fait naturel, c'est l'écrasement des faibles. Le fait social, c'est la protection des faibles. Donc, pour parler d'état social, se trouve viciée la grande loi de la sélection, qui est essentiellement la survivance des forts. Il faut, pour la vigueur de l'espèce, que tout ce qui est imparfait soit anéanti. Et il dit, après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. La sélection ne sera efficace que si elle est sévère, et la sévérité, c'est l'élimination des mauvais. Or, les mauvais ne vont pas disparaître de leur plein gré. Il faudra donc une autorité pour les éliminer de la société humaine. Charles Richer. Et il dit, à force d'être pitoyables, nous devenons barbares. C'est une barbarie que de forcer à vivre un sourd-muet, un idiot, un rachitique. Ce qui fait l'homme, c'est l'intelligence. Une masse de chair humaine sans intelligence humaine, ce n'est rien. Il y a de la mauvaise matière vivante qui n'est digne d'aucun respect ni d'aucune compassion. Les supprimer résolument, ce serait leur rendre service, car ils ne pourraient jamais que traîner une misérable existence. Charles Richer, qui est vénéré par la faculté, où il y a des rues Charles Richer, il y a des amphis Charles Richer. Donc c'est véritablement l'état d'esprit de Charles Richer, qui est une autorité morale. Est-ce qu'il influence la société française, ou en tout cas le corps médical français? Peut-être, probablement. En tout cas, une deuxième personne va aussi s'intéresser, va être aussi un des partisans de l'eugénisme. Alexis Carrel, auteur de L'homme, c'est inconnu, qui est un grand best-seller, qui dit, et qui est également prix Nobel de médecine, la destinée naturelle de toutes les civilisations est de grandir et de dégénérer. La vie moderne nous a apporté un autre danger plus subtil, mais plus grave encore que celui de la guerre, l'extinction des meilleurs de la race. Empêcher la production des fous et des faibles d'esprit, favoriser l'union des meilleurs éléments de la race par le moyen indirect de l'éducation et par certains avantages économiques, tel est son credo. Et il dit,
Et là, je crois que c'est important, c'est écrit en 1935. Quant aux autres, ceux qui ont tué, qui ont volé à main armée, qui ont enlevé des enfants, qui ont dépouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la confiance du public, un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés permettrait d'en disposer de façon humaine et économique. 1935, Alexis Carrel, dont il y avait une clinique Alexis Carrel à Sarcelles, donc le nom a été débaptisé. Il y avait la faculté de médecine de Lyon qui a été débaptisée. Mais Compiègne, il y avait une rue Alexis Carrel. Je crois elle est toujours en vigueur. Et en fait, ils l'ont rebaptisé à Compiègne. Enfin, pendant longtemps, il y a eu une petite ambiguïté. On le disait, la rue du lieutenant Carrel, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il avait été... on se rappelait en fait de son action pendant la Première Guerre mondiale, ce qui n'empêche pas le grand savant. Mais en tout cas, voilà ce qu'écrit Alexis Carrel. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que en France, la mayonnaise ne prend pas. Aux États-Unis, ça prend. Le mouvement eugénique devient très important sous l'influence d'une femme qui s'appelle Davenport, qui se dit finalement, qui est passionnée d'élevage de chevaux et qui se dit finalement pourquoi ne pas créer une race aussi de la même façon qu'on fait des mélanges de beaux chevaux, pourquoi ne pas faire des mélanges d'êtres humains de super qualité. Et donc il faut comprendre que les WASP, en fait, cette élite protestante qui est dans l'est des États-Unis, voit à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle d'un mauvais œil l'arrivée de ces millions d'immigrants, c'est-à-dire qu'ils veulent peupler les États-Unis, mais ils s'interrogent sur la provenance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des Anglais ou des Irlandais ou des gens d'origine allemande, enfin des anglo-saxons, et il dit il va y arriver des Italiens, des Juifs, des Russes, des Slaves, et il s'interroge, et donc il y a ce qu'on appelle l'eugénisme, en fait, prend une grande ampleur, on s'intéresse aux différents types de comportements, on met un peu en exergue quand il y a un Juif ou un Italien, ou quand il y a un Slave qui fait un meurtre, en fait, on met en opposition d'un côté le WASP avec toutes ses qualités intellectuelles à l'autre masse des immigrants qui, eux, n'apporteraient rien aux États-Unis. Et c'est vrai que dans ce contexte, il y a beaucoup de financement d'études. Et par exemple, le quotient intellectuel qui est mis au point par Lévi-Sterman, on va en profiter pour dévier en fait pour utiliser cet outil pour des études d'ordre eugénique. Et pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, on fait des tests de QI sur les conscrits américains et on démontre que le QI des gens d'origine anglo-saxonne est supérieur à celui des Slaves, des Italiens, des Mexicains ou des Noirs. Et en fait, on sait aujourd'hui que le QI est fortement corrélé à la notion d'apprentissage du langage, en fait, de connaissance du langage. Et évidemment, on sait aujourd'hui que ces études ont été biaisées. En tout cas, ce qui se passe, c'est que en 1924, le Johnson Immigration Act, qui décide en fait de créer des quotas qui vont rester pendant encore 40 ans ou 50 ans aux États-Unis, on décide de faire rentrer aux États-Unis des quotas de nationalité, mais surtout de gens originaires susceptibles d'apporter aux États-Unis une certaine culture, un certain état d'esprit. Et on se base sur ces études eugéniques pour dire finalement évitons trop de Slaves, trop d'Italiens, trop de Juifs, privilégions l'immigration nordique. Et là, par exemple, vous avez une belle famille américaine telle que les eugénistes voudraient encourager la venue. C'est des gens d'origine scandinave. Voilà. Alors, il y a des manifestations des eugénistes et je ne peux lire je ne peux lire les signes, enfin, je ne peux lire les lettres. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un enfant? Est-ce que je dois boire de l'alcool pour me maintenir en vie? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin,
il y a plein de choses comme ça où on s'interroge sur quel est le devenir des gens qui ne sont pas, qui sont pas considérés entre guillemets comme normales. Alors, il y a une législation qui restreint le mariage. En 1905, on interdit le mariage dans l'Indiana aux femmes de moins de 45 ans, eugéniquement inaptes, et on leur interdit les relations hors mariage, vous avez bien compris, pour ne pas avoir d'enfants. Et si elles ont des relations hors mariage, c'est-à-dire qu'elles sont condamnées à 3 ans de prison minimum. Alors qu'est-ce que c'est eugéniquement inapte? Ça veut dire alcoolique, un peu limité sur le plan psychique. Alors on a comme ça, on dit pur, on a un enfant normal, anormal, l'enfant est anormal. On estime que voilà, il y a plein de comme ça de propagande eugéniste dans lequel on dit il faut limiter en fait le mariage chez les gens qui ne sont pas eugéniquement saines. Alors il y a des idées d'euthanasie. L'État d'Ohio en 1906 dit que en fait, il préconise la mise en place d'une commission habilitée à mettre fin à une vie douloureuse à toute personne atteinte d'une maladie accompagnée de grandes douleurs. Et en 1907, l'Iowa autorise l'euthanasie des enfants mal formés ou idiots. Mais le Congrès rejette ces 2 propositions et donc on en reste là. Donc l'euthanasie ne sera pas mis en place, mais en tout cas, 2 États l'ont envisagé, mais n'ont pas voulu. Le Congrès refuse. En revanche, il y a des lois de stérilisation forcée. En 1907, Indiana promulgue une loi pour, après un avis d'un conseil d'experts médicaux, de stérilisation forcée des criminels, des idiots, des violeurs. Ceux-là, ils sont désignés par les directeurs de prison ou d'asile psychiatrique de l'Indiana. Et alors, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez une courbe qui jusqu'en 1935, où on voit de chaque année à chaque année, on stérilise de force toute personne qui est considérée comme idiot, criminel, mais parfois c'est le type qui a fait... par exemple, il y a un État où on condamne celui qui fait des accidents de la route. Il y a des États où celui qui est un peu alcoolique. Il y a des États où celui qui a une petite dépression. Enfin, en fait, c'est un peu au libre arbitre du directeur d'hôpital ou du directeur de prison. C'est lui qui décide la stérilisation forcée. Et la stérilisation forcée, ça va être en vigueur pendant encore pas mal de temps. C'est-à-dire, elles sont encore en vigueur jusqu'en 87 dans 19 États des États-Unis. Aujourd'hui, elles sont arrêtées. Mais on pense que 50 000 personnes, 20 000 hommes et 29 000 femmes ont été stérilisées de force entre 1907 et 1949. Donc vous voyez que c'est des lois qui sont tout à fait mises en place. Alors, au Canada, également, on met en place, et le Canada est un exemple de démocratie, mais enfin, en tout cas, on le met en place, c'est l'Alberta Sterilization Act. En Suède, dès 1935, on fait des programmes de stérilisation forcée, et au Danemark en 1929, 1935, en Norvège en 1934. Donc on voit dans des pays scandinaves qui sont des modèles de démocratie, on adopte des programmes de stérilisation forcée. On vous en a parlé, je pense, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, vous voyez que il y a eu plusieurs fois des reportages sur Arte où on voit finalement c'est des tziganes qui peuvent être stérilisés en Suède, c'est des femmes, des mères célibataires, c'est des alcooliques, etc. ou des enfants d'alcooliques. Alors en France, non, ça n'a pas vraiment marché. Et je crois que si vous devez retenir, c'est Philippe Ternon qui dit « Le génie criminel du national-socialisme consista à ponctionner dans les théories du passé ce qui lui convenait. » Et comme l'a dit Lemaire et Matalon, l'eugénisme nazi stérilisateur et raciste n'est en fait rien d'autre que la doctrine orthodoxe des années 20, prise au sérieux par un pouvoir centralisé et autoritaire. Vous avez, de façon résumée, tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, l'État tout à fait autoritaire allemand va complètement prendre toutes ces théories, tous ces programmes, et va les mettre en place. Alors, il faut savoir que Adolf Hitler prend le pouvoir en janvier 1933. 7 mois plus tard, le 14 juillet 1933, il y a une promulgation d'une loi de stérilisation forcée. C'est ce qu'on appelle en Allemagne une loi de prévention d'une descendance héréditairement malade. C'est typique de l'esprit allemand. On utilisera toujours un langage codé. C'est-à-dire, c'est jamais un langage franc. C'est pas la loi de stérilisation franc, c'est loi de prévention.
cette loi avait été dans les tiroirs du gouvernement allemand précédent. En 1932, une commission avait été élaborée par le Parlement allemand, dans lequel il y avait à la fois des députés communistes, des députés socialistes, et cette loi, elle était dans l'air du temps. Mais c'est vrai que, à la faveur de ce régime totalitaire, très vite, elle est promulguée. Et là, c'est intéressant de voir que finalement, il va se créer donc des tribunaux de santé héréditaire avec un juge et 2 médecins. Et les 3 décident de stériliser les sourds héréditaires, les handicapés physiques, les alcooliques. Mais parfois, c'est tout et n'importe quoi. On a un éventail énorme de personnes qui vont être stérilisées. On pense que 350 000 à 400 000 Allemands ont été stérilisés de force. Et pire, on va stériliser les tziganes, mais aussi les métis. Et ça, c'est important de le préciser. Vous avez 385 métis, c'est-à-dire c'est des enfants de tirailleurs sénégalais et de femmes allemandes, parce qu'à un moment, la France avait occupé la Ruhr, la Sarre, et donc des femmes allemandes avaient eu des relations et avec des tirailleurs sénégalais qui n'étaient pas toujours sénégalais puisque c'était de toute l'Afrique de l'Ouest et qui avaient eu ces enfants métis comme cette petite jeune fille sur cette photo. Et donc on a stérilisé de force. En général, c'était des enfants et qui ont été stérilisés parce qu'ils avaient du sang noir et que ça gênait en fait cet État nazi. Il y a une loi en 1935, c'est la fameuse loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand, où on dit que les mariages entre juifs et allemands sont interdits. Et on dit que les relations extra-conjugales entre juifs et citoyens allemands ou de sang voisins sont interdites. Voilà, ça c'est une deuxième loi. Et puis, dans l'air du temps, sous l'inspiration bien sûr de tout le monde, on commence un peu à s'intéresser aux malades psychiatriques. Et il y a toute une propagande. Il y a une propagande, il y a une littérature, il y a des films. Et on dit que voilà, on parle de, en fait, comme vous l'avez sur la photo, là, sur l'image en haut, le poids que les Allemands doivent supporter de toutes ces personnes qui coûtent cher à la société allemande. Et je crois que c'est au baccalauréat ou l'équivalent du certificat d'études plutôt allemand. Il y a un problème d'arithmétique qu'on soumet à tous les jeunes Allemands. C'est un malade mental coûte quotidiennement environ 4 Deutschmark, un infirme 5,5 Reichsmark, un criminel 3,5 Reichsmark, un apprenti 2 Reichsmark. Faites un graphique avec ces chiffres. D'après de prudentes estimations, il y aurait en Allemagne 300 000 malades mentaux, épileptiques, etc., qui reçoivent des soins permanents. Calculez combien coûtent annuellement ces 300 000 malades mentaux et épileptiques. Combien de prêts non remboursables aux jeunes ménages à 1000 Reichsmark pourrait-on faire si cet argent pouvait être économisé? Voilà. Vous mettez les choses, vous les répétez, et donc dans l'esprit allemand, on considère... Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de traitement des malades psychiatriques réellement efficace. Les thérapeutiques, ça se limite à des asiles dans lesquels on n'a pas de traitement. Et donc on considère que les Allemands, une grande partie des Allemands considèrent que ça coûte cher à la société. Donc on met un état d'esprit et puis on fait beaucoup de propagande. Et là, comme le dit Hermann von Müller, directeur de l'hôpital Erfling-Hart, pour moi, l'idée que la fleur de la meilleure jeunesse doit laisser sa vie au front afin que des asociaux abrutis, des antisociaux irresponsables vivent en sûreté dans leurs asiles est insoutenable. Et donc, voilà, on fait mourir des enfants sciemment, et ce sont des médecins qui décident. Alors, c'est les sages-femmes qui remplissent des petits bons dans lesquels, à chaque fois qu'il y a un enfant qui est mal formé, et on fait tout pour que, soit on réalise une euthanasie avec des administrations de sédatifs à dose progressivement croissante, soit on les laisse carrément, dans des conditions déplorables, mourir de faim. Alors, en 1939, il y a le programme T4. On a dû vous en parler ou pas ? On vous en a parlé, donc je vais pas... On vous en a pas parlé. Ok, non, excusez-moi, parce que je ne sais pas exactement ce que mes collègues ont fait. Donc, 1939, Hitler, on fait passer une lettre à Adolf Hitler, parce que Hitler reçoit des milliers de lettres tous les jours, et on sélectionne les meilleures lettres, dans lesquelles un père parle de son enfant qui
qui souffre d'une affection psychiatrique grave et il demande l'autorisation qu'on l'euthanasie et qu'on s'en débarrasse. Alors on fait passer cette lettre à Adolf Hitler. Adolf Hitler charge donc ces deux médecins de mettre en place un programme d'euthanasie. Le décret, en fait, est élaboré en octobre 1939, mais on l'antidate au 1er septembre 1939, qui est la date de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, en fait, ce qui est important, c'est que dans ce décret, il demande à Brandt, qui est son médecin, qui sera en fait... et puis à Bouler, de mettre en place ce programme. Alors, moi, je crois que c'est intéressant d'en parler. On n'en parle pas assez de ce programme. Mais en fait, il est très important, il est très intéressant parce qu'il préfigure ce qui va se passer par la suite. Alors voilà comment ça se passe. Tous les directeurs d'hôpitaux psychiatriques ou tous les chefs de service doivent classer leurs patients. On leur envoie un formulaire, on leur dit, voilà, vous devez placer les pensionnaires d'asile psychiatrique en 5 parties. Premièrement, ceux qui ont des affections déficitaires incompatibles avec le travail, c'est le numéro 1. Ceux qui souffrent de certaines maladies, ceux qui ont séjourné plus de 5 ans sans interruption en institution, ceux qui souffrent de folie criminelle et ceux qui n'ont pas la nationalité allemande ou qui n'ont pas de sang allemand ou d'ascendance allemande, entre guillemets, les juifs ou les tziganes. Donc, ils envoient ces formulaires à T4, qui est en fait un immeuble à Berlin, dans lequel il y a 3 experts. Et ces gens-là, ils voient tous les formulaires. Et ceux qui présentent une de ces 5 caractéristiques, bien souvent, ils étudient. Alors, ils reçoivent l'équivalent d'un salaire d'une cigarette par formulaire étudié. Mais ils ne voient pas les malades. Et quand ils voient une personne qui est plus de 5 ans en institution, celui qui a une folie criminelle, celui qui n'a pas de sang allemand, ben voilà, ils mettent une croix rouge. Et que pour la stérilisation forcée, comme pour là, la stérilisation forcée, c'est les urologues qui réalisent les castrations. C'est les gynécologues qui réalisent les hystérectomies. Là, tous les psychiatres allemands sont incriminés. Donc, ça va durer pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, ils vont renvoyer ces formulaires. Ils voient partir leurs patients. Et puis, très vite, on leur apprend que les patients étaient dans des établissements où ils sont morts parce qu'ils ont fait une bronchite ou un arrêt cardiaque, etc. Ils savent pertinemment que cocher une de ces cases équivaut pour le patient à la mort. Et donc, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'ils vont dans des... Et au total, il y aura 70 273 personnes qui vont être tuées dans ce programme d'euthanasie des malades psychiatriques, qui correspond au quart des malades mentaux alors hospitalisés. Alors, vous voyez, en fait, ça pourrait faire l'objet vraiment d'un cours à part, mais ils sont donc dans différents centres. Et ces centres, chaque centre, en fait, draine une région. C'est-à-dire que... et ce qui est assez terrible, c'est que les gens diront après la guerre, ils ne savaient pas. Moi, j'ai retrouvé sur 2 photos qui sont intéressantes. Là, c'est Adamar. C'est un centre d'euthanasie où il y avait une chambre à gaz et où, en fait, les gens étaient... il y avait une crémation. Ils étaient après, en fait... on les mettait dans des fours crématoires et on recueillait les cendres. Parfois, on les renvoyait à la famille. Les cendres, la famille pouvait récupérer les cendres de leurs proches. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si je vous montre cette photo, c'est parce qu'il y a la fumée. Ça a été pris par un témoin. Donc, tous les gens aux environs d'Adamar se doutaient bien qu'il y avait quelque chose. La fumée d'un corps qui brûle, c'est quelque chose dont les gens sont parfaitement au courant. Et puis, 70 000 personnes, c'est des autobus comme ceux-là. Donc les gens voient ces autobus. Ce qui a fait dire à Dr Lang, qui était interrogé par la commission d'investigation des crimes de guerre, je désire déclarer que tous les médecins allemands, et d'abord les médecins des cliniques psychiatriques et des asiles, étaient au courant, au moins à la fin 40-41, de l'extermination
par le gaz des aliénés des malades des nerfs, ainsi que l'exécution des Allemands et des Polonais bien portants, mais qui ne correspondaient pas aux règles raciales, puisque si un juif avait une petite dépression, parce qu'il était juif, il faisait partie des cinq catégories qui étaient systématiquement exterminées. Alors, si je vous ai raconté cette histoire de ça, c'est que tout le corps médical allemand était au courant. Et donc, ce qui va se passer, et ça c'est important, parce que ça montre quelque chose d'important, c'est que finalement, il va y avoir des gens qui vont commencer à protester. Et en particulier, Monseigneur Van Galen, qui va émettre une lettre de protestation au début d'août 1941, devant l'extermination des malades mentaux. 21 jours plus tard, Adolf Hitler décide d'interrompre le programme d'euthanasie. Pourquoi ? Parce qu'il voit que le peuple n'est pas d'accord. Pourquoi le peuple ne devient pas d'accord ? C'est parce que le peuple allemand commence à avoir des doutes, d'autant qu'il y a des malades psychiatriques qui sont des fois des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Il y a des soldats qui ont eu un choc psychologique à la suite de la guerre, qui ont été un peu trépanés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouvent dans des asiles psychiatriques et qui sont tués. Or ça, les Allemands, ils ne le comprennent pas, ils ne le veulent pas, ils ne l'acceptent pas. Et donc, Hitler, sous la pression, décide en fait d'arrêter ce programme. Et au moment où il arrête ce programme, on est en août 1941, sa décision est prise. Il va réellement mettre en place la solution finale du peuple juif. Et les personnes qui vont s'occuper, les médecins qui vont travailler, qui vont être au cœur de la Shoah, sont bien souvent des gens qui avaient été médecins dans ces institutions. Est-ce que c'est clair ou pas ? Donc, si je vous dis ça, c'est que la question, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de rappeler que en 1933, l'Allemagne compte plus de prix Nobel que de médecine, de littérature, que la France, l'Angleterre, les États-Unis réunis. C'est-à-dire que c'est considéré comme le phare de la culture européenne. Les universités allemandes sont des universités de premier plan. Les facultés de médecine sont les meilleures au monde, avec les meilleurs médecins.